Une simple poignée de main à N'Djamena peut-elle faire trembler tout l'équilibre de l'Afrique centrale? Imaginez, pendant que les caméras du monde entier sont braquées sur les discours enflammés de Niamey ou Bamako, que les gros titres répètent inlassablement les mots « coup d'État »,« rupture diplomatique »,« isolement ». Quelque chose d'infiniment plus discret s'est joué à N'Djamena. Pas un seul coup de feu, aucune déclaration solennelle à la télévision, aucun ambassadeur escorté vers un avion. Pas de drapeau rouge, pas de sirène. Juste une poignée de main, calculée, mesurée. Presque invisible pour l'œil non averti. Mais en géopolitique, ce sont souvent ces moments anodins qui font vaciller l'échiquier. Ce qui se passe en coulisses entre le Tchad et l'Alliance des États du Sahel, l'AES, n'est pas une révolution spectaculaire. C'est un repositionnement silencieux, une friction qui ne fait pas de bruit, mais qui pourrait se révéler bien plus déstabilisante qu'une rébellion ouverte. Pendant des décennies, le scénario était écrit d'avance. Quand le Sahel vacillait, les partenaires occidentaux intervenaient. Si les insurrections gagnèrent du terrain, le Tchad mobilisait ses troupes. Si Paris ou Washington avaient besoin d'une rampe de lancement, le Tchad ouvrait son territoire, ses bases, son ciel. En réalité, le Tchad n'était pas simplement un État de plus sur la carte. Il était la charnière, le verrou, le bouclier. Avions français sur ses pistes, drones américains surveillant le désert depuis son ciel, tuyaux d'intelligence connectés en permanence autour de sa capitale. C'était le pare-feu. Sa mission, absorber les chocs, empêcher toute contagion de souverainisme vers l'Est, maintenir l'architecture sécuritaire du Sahel. Mais les systèmes ne s'effondrent pas toujours dans un fracas. Ils se fissurent d'abord en silence. On vous a raconté que Niamey, Bamako, Ouagadougou étaient isolés, que les sanctions finiraient par faire plier l'AES, que le Tchad restait le rempart fiable de l'Occident. Mais si ce récit occulte ce qui se joue vraiment? Et si la ligne d'isolement commençait, sans bruit, à se dérober? Ce n'est pas la rhétorique qui compte, ni les discours. C'est la géographie, la survie, le contrôle des corridors, des pipelines, de l'espace aérien et des chaînes d'approvisionnement. Ouvrez une carte. À l'ouest, le Sahel agité. À l'est, la fragilité du Soudan et de la Centrafrique. Au sud, les routes du pétrole vers le golfe de Guinée. Le Tchad relie tout. Il n'est pas qu'un pays, c'est une charnière, et une charnière, ça décide du mouvement. Aujourd'hui, si le Tchad se détache ne serait-ce qu'un peu de son alignement automatique avec l'Occident, tout le système de confinement vacille. Il ne s'agit même pas de rompre un traité ou d'évacuer une base. Il suffit d'un repositionnement silencieux, d'une hésitation, pour mettre en péril les certitudes de plusieurs capitales. Et de ce geste discret pourraient découler des bouleversements majeurs. Perte de contrôle régional, redistribution des ressources, montée de l'incertitude et une incapacité à anticiper ce qui vient. Mais pour comprendre la portée de ce basculement silencieux, il faut revenir sur le rôle unique qu'a joué le Tchad dans l'architecture sécuritaire du Sahel. Le Tchad, simple pays enclavé? Non, c'est la forteresse clé du Sahel. Regardez la carte. Au cœur de l'Afrique, le Tchad relie le Sahel occidental à la fragile Afrique centrale, entre le Soudan, la Centrafrique et le Nigeria. Ce n'est pas un simple carrefour. C'est la fermeture éclair stratégique sans laquelle tout l'édifice régional menace de se désagréger. Pendant des décennies, c'est sur ce verrou que s'est appuyée la stratégie occidentale. Base aérienne française à N'Djamena, station d'écoute américaine, troupes aguerries déployées à la moindre alerte. À chaque crise dans la région, Boko Haram, rébellion au Mali, débordement en Centrafrique ou au Soudan, la réponse partait quasi systématiquement du Tchad. Pourquoi? Parce que le Tchad n'était pas seulement le marteau contre les insurrections. Il était aussi la dissuasion silencieuse, un avertissement à tous les gouvernements tentés de s'éloigner de l'alignement occidental. Tant que le Tchad restait fermement intégré à cette architecture sécuritaire, tout le reste tenait par effet domino. Mais ce système, construit sur des accords tacites, reposait d'abord sur une personne, Idriss Déby. L'accord était clair, même sans jamais être inscrit sur le papier. L'Occident fermait les yeux sur la gouvernance autoritaire du régime Déby, en échange d'un rôle d'enforcé régional,
capable d'intervenir militairement n'importe où, dès qu'un foyer d'instabilité menaçait. Le Tchad n'était pas qu'un partenaire, c'était le gendarme du Sahel, le pilier qui retenait l'effondrement. Ce pacte, longtemps jugé inébranlable, a construit toute la sécurité de la région. Mais il était fondé sur la stabilité interne et l'autorité personnelle d'Idriss Déby. Tout a basculé au printemps 2021. La mort brutale du maréchal Déby n'a pas seulement ouvert une succession délicate, elle a injecté une variable imprévisible dans une équation jusque-là stable. Son fils, Mahamad Déby, s'est retrouvé propulsé à la tête du pays et de l'armée, mais sans la même légitimité, ni la même loyauté automatique de ses hommes. Il hérite d'un appareil militaire puissant mais fragmenté, d'alliances internationales pesantes et d'une population de plus en plus consciente de ses propres aspirations. Ce changement n'a rien d'anecdotique. Quand la figure centrale d'un système aussi personnalisé disparaît, c'est tout l'édifice qui devient vulnérable. La stabilité du Tchad n'est plus une certitude. L'armée est traversée de courants rivaux, le pouvoir ne tient qu'à un équilibre précaire, et la jeunesse, souvent frustrée par la stagnation et la présence étrangère, regarde avec intérêt ce qui se passe à l'ouest, au Burkina Faso ou au Mali, où des discours sur la souveraineté et la rupture avec l'Occident galvanisent les foules. Mahamad Déby le sait mieux que personne. S'afficher trop dépendant du soutien occidental, c'est risquer la colère de l'opinion, voire des mutineries internes. Mais paraître trop proche des mouvances souverainistes, c'est s'exposer à l'isolement diplomatique, aux pressions économiques et à la méfiance des partenaires historiques. Il marche donc sur une crête de plus en plus étroite, où chaque geste, chaque silence, chaque hésitation a des conséquences régionales. Ce qui rend la situation explosive, c'est que la fragilité interne du Tchad expose désormais toute la sécurité du Sahel et de l'Afrique centrale à l'incertitude. Parce que si la forteresse vacille, c'est tout l'écosystème sécuritaire qui doit se réinventer. Les bases occidentales restent, les blindés sont toujours alignés, mais la force de gravité politique qui tenait ce puzzle ensemble commence à pencher. Et dans une région où l'instabilité se propage plus vite que la confiance, une telle bascule ne passe jamais inaperçue. Depuis l'extérieur, on continue de présenter le Tchad comme un allié automatique de l'Occident, un rempart inamovible contre l'expansion des crises. Mais en coulisses, la donne a changé. Le centre politique se fissure, les fidélités s'émoussent, et la garantie d'une réaction militaire sur commande n'est plus assurée. Ce n'est pas une rupture fracassante, pas d'annonce spectaculaire. C'est un glissement, presque imperceptible, mais qui érode peu à peu les certitudes de Paris, de Washington et des autres capitales. Cet état d'incertitude n'est pas qu'un problème tchadien. Il rebat les cartes dans toute la région, car la stratégie d'encerclement et de confinement de l'Occident dépendait justement d'un Tchad solide et prévisible. Or, si ce maillon hésite, tout l'équilibre du Sahel et de l'Afrique centrale bascule dans une nouvelle ère, où rien n'est plus garanti. Et c'est à partir de cette incertitude que commence le vrai pivot. Non seulement le Tchad rebat les cartes pour lui-même, mais il oblige tous ses voisins et les grandes puissances à repenser leur stratégie. Car dès que le verrou tchadien n'est plus une évidence, c'est l'ensemble du dispositif d'endiguement qui se réorganise, et c'est là que l'histoire s'accélère. Et si le Tchad, au lieu de servir de marteau occidental, devenait un pont, ou pire, un facteur d'ambiguïté stratégique? C'est précisément ce qui se joue aujourd'hui, loin des projecteurs et loin de la rhétorique tapageuse sur les États parias du Sahel. Car on nous a longtemps raconté que le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient encerclés, isolés, condamnés à plier sous la pression internationale. Ce récit, martelé par les chancelleries occidentales, reposait sur une certitude, que le Tchad tiendrait la ligne, loyalement, et servirait d'encre à la stratégie de containment. Mais voilà, ce n'est pas un effondrement spectaculaire, ni une rupture théâtrale. C'est le silence, l'hésitation, la neutralisation stratégique du Tchad qui font tout basculer. Il suffit d'observer les faits. Lorsqu'il s'est agi d'appliquer les sanctions contre le Niger après le coup d'État, quand les regards se sont tournés vers N'Djamena dans l'attente d'une intervention militaire, le Tchad n'a pas bougé. Aucune opération musclée,
pas de condamnation véhémente, pas d'alignement automatique. En réalité, le Tchad a choisi de suspendre sa participation aux mesures de rétorsion, de maintenir la porte ouverte à la coopération bilatérale et surtout de ne plus servir de relais automatique aux stratégies occidentales. C'est là que se joue la vraie rupture, pas dans une déclaration fracassante, mais dans la réticence à servir d'instrument. Pour l'AES, cette attitude est une aubaine stratégique. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, le sait mieux que personne. Il n'a pas besoin de rallier le Tchad à sa cause. Il lui suffit de le neutraliser. Tant que le Tchad refuse de jouer le rôle d'avant-garde du containment, la logique d'encerclement s'effondre d'elle-même. Le cordon sanitaire voulu par Paris et Washington n'a jamais été percé de front. Il a été court-circuité par l'inaction calculée de N'Djamena. Une neutralité qui, dans ce contexte, n'est pas anodine. C'est la fin de l'alignement automatique, socle fondamental de l'influence occidentale dans la région. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut regarder les signaux envoyés, même sans discours officiel. Pas de condamnation publique, pas de fermeture des canaux de discussion, et surtout, une main tendue vers l'AES pour des arrangements pragmatiques. Le Tchad devient un facteur d'ambiguïté, ni hostile, ni soumis, mais surtout imprévisible. Pour Mahamat Déby, c'est un exercice d'équilibriste. Il doit composer avec une jeunesse qui aspire à plus de souveraineté, une armée où certains officiers s'inspirent des dynamiques de Bamako ou Ouagadougou, et une opinion lassée de la tutelle militaire étrangère. S'il penche trop du côté occidental, il risque de perdre son propre socle, de créer des remous dans la rue et au sein de ses forces de sécurité. Mais s'il bascule ouvertement vers l'AES, il s'expose à des représailles économiques et diplomatiques, à la perte de soutiens financiers essentiels, voire à une déstabilisation orchestrée de l'extérieur. Alors il fait du hedging, autrement dit, il couvre ses arrières. Il donne des gages aux deux camps, sans jamais s'engager pleinement. C'est loin d'être de la faiblesse, c'est de la survie politique. Cette posture lui offre une marge inédite, lui donne du poids chez les panafricanistes et surtout lui permet de signaler une autonomie nouvelle sans pour autant couper les ponts. Mais pour l'Occident, ce n'est pas un simple détail tactique, c'est un séisme structurel. Parce que si le Tchad n'est plus un verrou fiable, la digue saute. Le confinement ne tient plus. L'AES, loin d'être isolé, respire et commence même à capitaliser sur cette brèche. C'est là que s'opère un changement de gravité. Rien d'officiel n'a été proclamé. Aucun drapeau étranger n'a encore été abaissé, aucune base n'a, encore, été évacuée. Mais le centre de gravité régional, lui, se déplace. Et quand l'alignement automatique cesse, tout l'édifice d'influence patiemment bâti depuis des décennies se fissure. D'un seul coup, l'AES n'est plus assignée au statut de zone interdite. Elle se normalise. Et la normalisation, à l'inverse de la rébellion ouverte, est beaucoup plus difficile à contrer. Parce qu'elle s'insinue, qu'elle change les perceptions, qu'elle redéfinit les alliances de fait sans tambour ni trompette. Le risque est immense pour tous les acteurs. Car si le Tchad finit par basculer, même sans défection formelle, la ligne de confinement s'effondre. L'AES ne serait plus encerclée. Elle deviendrait le cœur d'une nouvelle dynamique régionale, avec le Tchad comme pont, comme relais, voire comme multiplicateur d'influence. Cela bouleverserait l'équilibre stratégique du Sahel et de l'Afrique centrale, en redistribuant le rapport de force bien au-delà des frontières immédiates. Les vieilles puissances perdraient leurs leviers historiques, leur crédibilité d'arbitre, et peut-être même, à terme, leur capacité à garantir la stabilité et la sécurité économique de la zone. Mais ce jeu ne s'arrête pas à N'Djamena. Car l'onde de choc de ce repositionnement discret s'étend déjà jusqu'au Cameroun, où l'incertitude grandit et où la question du prochain domino à tomber se pose, désormais, à voix haute. Le prochain domino à tomber pourrait-il être le géant discret du Cameroun? Pendant des décennies, la stabilité du nord du Cameroun a tenu à un fil nommé Tchad. Pour la France comme pour les États-Unis, le Cameroun était un bastion, et le Tchad, son rempart militaire face à Boko Haram. Mais imaginez un instant. Que se passe-t-il si ce rempart n'est plus fiable? Si N'Djamena, même sans couper les ponts,
commence à privilégier d'autres alliances, à doser différemment son engagement. C'est tout l'équilibre d'une région qui chancelle, souvent sans bruit, sans cri d'alarme. Et dans cette zone de flou, c'est le Cameroun qui se retrouve en première ligne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun semble plus vulnérable que jamais. Sur le papier, Yaoundé peut compter sur l'architecture sécuritaire bâtie avec la France et ses voisins, notamment la force multinationale mixte contre Boko Haram. Mais ce bouclier, fissuré de toutes parts, s'effrite sous nos yeux. Le Niger a renvoyé les forces occidentales, le Nigeria s'enlise dans ses propres crises, et le Tchad, autrefois pilier, se repositionne discrètement. Pour le Cameroun, cette évolution n'est pas une question abstraite. Car, en interne, la situation est déjà explosive. Séparatisme violent dans l'Ouest anglophone, insurrection persistante au Nord, économie sous pression, une jeunesse qui voit le rêve d'ascension sociale s'évaporer. Et à la tête du pays, un président nonagénaire, de plus en plus absent, laissant planer la question de la succession. En filigrane, ce sont les officiers camerounais eux-mêmes qui observent, fascinés, la montée des discours souverainistes au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Ils voient ces régimes militaires défier l'ordre établi, engranger le soutien populaire, bousculer les lignes rouges. Petit à petit, la barrière psychologique qui interdisait d'imaginer autre chose s'effondre. C'est ici que l'effet domino devient tangible, car les idées, surtout celles de souveraineté et de résistance à l'ingérence, traversent les frontières bien plus vite que les armées. Une coopération plus étroite entre le Tchad et l'AES pourrait faire sauter le verrou mental qui, jusqu'à présent, freinait tout basculement camerounais. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imaginer une invasion ou un coup d'État spectaculaire. Le vrai scénario d'effondrement, c'est le vide. L'histoire du Sahel et de l'Afrique centrale le prouve. Quand un espace se vide de sa substance sécuritaire, deux acteurs s'y engouffrent en priorité, les insurrections et les révolutions. Dans ce contexte, les stratèges occidentaux craignent moins une rupture formelle qu'une érosion, une lente dissolution des certitudes. Car si le Tchad se retire en douceur, si son attention glisse des priorités occidentales vers la coopération souverainiste, c'est toute la façade nord du Cameroun qui devient friable. D'autant que le pipeline qui relie les champs pétroliers tchadiens au port de Kribi est un cordon ombilical vital, non seulement pour les deux économies, mais aussi pour les intérêts énergétiques des grandes puissances. Un Cameroun instable, c'est un axe logistique, diplomatique et énergétique qui s'effondre, et avec lui, la présence occidentale deviendrait marginale, simple spectatrice d'un jeu qui lui échappe. Reste alors la question: qui occupe ce vide? On pense souvent à la Russie comme une puissance opportuniste, entrant là où l'Occident recule. Mais il faut regarder la carte avec lucidité. Moscou, via Africa Corps, s'est solidement implanté au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique. Le corridor logistique russe se dessine de façon méthodique, et il ne manque qu'un verrou pour relier le Sahel à l'Afrique équatoriale, le Tchad. Si N'Djamena penche, même partiellement vers l'Est, la continuité russe deviendrait une réalité stratégique, ouvrant à Moscou une ligne d'influence quasi ininterrompue du Sahara à la forêt équatoriale. Mais attention, il ne s'agit pas d'une bascule brutale. Mahamat Déby joue une partition subtile. Il utilise la menace russe comme levier, multiplie les signaux d'ouverture vers Moscou, mais sans jamais s'aligner officiellement. Pour l'Occident, c'est un casse-tête. Appuyer trop fort sur le levier des sanctions risque de pousser le Tchad directement dans les bras russes. Fermer les yeux sur les dérives démocratiques écorne leur crédibilité, alimente le discours anti-occidental et nourrit la tentation du changement dans toute la sous-région. Au bout du compte, c'est toute l'architecture sécuritaire de l'Afrique centrale qui est fragilisée. Car dans cette zone grise, chaque hésitation, chaque retard dans la coordination ou le partage d'informations affaiblit les dispositifs existants. L'opacité s'installe, et l'opacité, c'est le pouvoir de l'ambiguïté. Plus personne ne sait qui est réellement aligné avec qui peut compter sur qui. Pour Déby, ce jeu de l'équilibriste est aussi une arme de survie, face à la montée de jeunes officiers tentés par l'exemple malien ou burkinabé. Il doit montrer qu'il n'est pas soumis,
ni à Paris, ni à Moscou, tout en gardant la main sur l'armée et sur la scène régionale. Voilà le vrai basculement. Pas une révolution en fanfare, mais une recomposition silencieuse, où l'alignement ne se décide plus dans les chancelleries, mais dans la rue, les casernes et les réseaux d'influence informels. Si le Cameroun venait à tomber, à s'affaiblir sérieusement ou à changer d'axe, c'est tout le corridor logistique, énergétique et politique de l'Afrique centrale qui vacillerait. La France et ses alliés se retrouveraient périphériques, impuissants face à une dynamique qu'ils ont longtemps cru contrôler. Dès lors, quelle trajectoire possible pour la région dans les 2 prochaines années? Face à l'incertitude, 3 scénarios s'esquissent, chacun redessinant la région à sa manière. D'abord, le scénario le plus probable à court terme, la dérive hybride. Imaginez un Tchad qui ne choisit jamais formellement son camp. Pas de grandes annonces, pas d'expulsion spectaculaire des bases occidentales, pas de rupture officielle. Juste un glissement progressif, presque imperceptible. Le Tchad continue à discuter avec Paris, à recevoir les financements et à maintenir une façade de coopération. Mais en coulisses, la coordination avec les États de l'AES se renforce. Échange de renseignements, alignement tactique, ouverture progressive du corridor logistique reliant la Méditerranée au golfe de Guinée. La stratégie occidentale de confinement, déjà fragilisée, perd son sens, non pas sous le choc d'un coup d'État, mais sous l'effet lent d'une non-conformité silencieuse. C'est la frustration des stratèges occidentaux. Comment sanctionner un pays qui ne fait rien d'ouvertement hostile, mais qui, chaque jour, rend leur influence un peu moins décisive? Ici, la puissance n'est plus dans la démonstration, mais dans l'ambiguïté. Mahamat Déby comprend que l'essentiel n'est pas d'inviter Moscou officiellement à N'Djamena, mais de laisser planer la possibilité. Une rencontre, un geste, une déclaration nuancée suffisent à inquiéter Paris ou Washington. L'effet? Un affaiblissement progressif des leviers occidentaux. Le Tchad reste le maillon manquant entre le corridor AES et l'Afrique centrale, et cette simple posture change la donne. Le Sahel, peu à peu, devient moins lisible depuis l'extérieur. L'opacité, ici, devient un outil de pouvoir. Ensuite, le scénario du coup de palais. C'est celui qui hante les nuits des agences de renseignement. Le Tchad, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a une armée traversée par des clivages générationnels et tribaux, où des jeunes officiers observent les coups de force réussis au Mali ou au Burkina Faso. Si la tension interne monte, si Mahamat Déby penche trop fort vers l'Occident ou au contraire paraît trop perméable à Moscou, il s'expose. Un basculement peut se produire en quelques heures, dans le secret des casernes, sans tumulte dans les rues, mais avec des conséquences immédiates. Le Tchad bascule, l'alignement saute, et l'accès occidental, surtout celui des bases militaires et des dispositifs de renseignement, disparaît presque du jour au lendemain. Le fameux corridor sahélien se referme, et la France, les États-Unis, perdent en quelques jours ce que des années de présence avaient permis de construire. La logique du pilier central s'effondre, la psychologie du containment s'inverse. On ne parle plus d'érosion lente, mais de rupture nette. C'est ce scénario qui force aujourd'hui Paris et Washington à avancer à tâtons, redoutant d'en faire trop, ou pas assez. Le troisième scénario, c'est le déclencheur Cameroun. C'est la carte joker, celle qui peut bouleverser tout l'échiquier. Paul Biya, l'un des chefs d'État les plus âgés au monde, dirige un pays où la question de la succession est de plus en plus pressante. Si une crise de succession éclate à Yaoundé, avec des rivalités, des recompositions au sommet et un risque de fragmentation sécuritaire, le nord du Cameroun deviendrait un point chaud. Et la question surgit. Le Tchad, déjà connecté à l'AES et inquiet pour sa frontière sud, interviendrait-il pour défendre l'ordre établi, donc l'axe Paris-Yaoundé, ou pour soutenir une nouvelle dynamique souverainiste en rupture avec le passé? Si la normalisation entre le Tchad et l'AES est déjà bien avancée, le centre de gravité bascule. La zone d'influence AES pourrait s'étendre jusqu'au golfe de Guinée. Avec un enjeu très concret, le pétrole. Le pipeline qui relie les champs pétroliers tchadiens au port de Kribi, au Cameroun, est un cordon vital pour l'économie des deux pays. Sa sécurité, sa gestion, deviennent un enjeu régional.
Un Tchad aligné à ES, dans un contexte d'instabilité camerounaise, change radicalement les règles du jeu. Mais au-delà du militaire, une autre lame de fond se dessine. L'enjeu monétaire. L'AES ne cache plus ses velléités de sortir du franc CFA, d'inventer une nouvelle architecture monétaire, voire un modèle confédéral alternatif. Si le Tchad, fort de ses revenus pétroliers et de sa position stratégique, s'implique même timidement dans ces discussions, l'impact serait colossal, jusque dans les salons du ministère des Finances à Paris. On ne parle plus ici d'un simple débat de spécialistes, mais d'un séisme qui toucherait la confiance, la liquidité, le contrôle même de la monnaie régionale. Cela pourrait reconfigurer les flux de capitaux, affaiblir la capacité de Paris à imposer ses règles et donner aux États du bloc AES et à leurs partenaires une marge de manœuvre inédite. La grande leçon de cette recomposition, c'est qu'il faut désapprendre à lire les crises comme des films spectaculaires avec des drapeaux, des tanks, des déclarations tonitruantes. L'érosion de l'alignement, c'est un processus fait de signaux faibles. Une réunion à huis clos, un accord de défense discret, une phrase ambiguë dans un communiqué final, une coopération technique qui s'intensifie loin des projecteurs. C'est une accumulation de petites décisions qui, mises bout à bout, redessinent la carte des influences. Ceux qui ratent ces signaux prennent le risque de perdre le contrôle sur l'accès aux ressources stratégiques, or, uranium, cobalt, pétrole, mais aussi sur la monnaie et sur la capacité à peser dans la négociation des règles du jeu régional. Pire encore, il laisse la gestion du timing et des modalités aux nouveaux acteurs, souvent plus jeunes, plus connectés et bien décidés à réécrire les alliances à leur profit. La montée en puissance de cette nouvelle génération, qu'elle vienne des états-majors ou des cabinets politiques, bouleverse les codes. Elle négocie cash, elle privilégie la marge stratégique, elle n'a pas de fidélité automatique à un bloc. Sa priorité, c'est la souveraineté monétaire, le contrôle de l'accès aux ressources, la maîtrise des corridors logistiques, la possibilité de s'allier selon les intérêts du moment. C'est cette flexibilité, cette capacité à jouer sur plusieurs tableaux, qui fait aujourd'hui la force du Tchad et, par ricochet, fragilise l'Occident dans ses positions les plus sensibles. En résumé, les trois scénarios, dérive silencieuse, coup de palais, crise camerounaise, n'ont pas la même vitesse ni la même intensité, mais ils vont tous dans le même sens. La dilution de l'alignement automatique sur l'Occident, l'affirmation progressive d'un pôle souverainiste et monétaire, et la reconfiguration profonde de l'accès aux ressources. Le risque, pour les anciens partenaires, c'est de se retrouver spectateurs d'un jeu où ils avaient l'habitude de dicter les règles. Alors, où se situe réellement le point de bascule et que devons-nous observer dans les prochains mois? Le tournant historique ne s'annonce jamais. Il s'installe, discret, dans la routine des gestes administratifs. Regardez le Tchad. Ce pays n'a jamais organisé de conférence de presse pour annoncer son repositionnement. Il n'a pas rompu officiellement avec l'Occident. Il n'a pas chassé de bases étrangères, ni claqué la porte du franc CFA avec fracas. Non. Ce qui se passe aujourd'hui est moins spectaculaire, mais infiniment plus déterminant. Dans les couloirs feutrés de N'Djamena, les décisions se prennent à voix basse. Parfois, cela ressemble à une simple réorganisation logistique, à l'accueil d'un avion militaire étranger sans cérémonial. Parfois, c'est un baril de pétrole négocié dans une autre devise. Parfois, un exercice conjoint se passe sans la présence du partenaire historique. Individuellement, ces gestes paraissent banals. Ensemble, ils dessinent une ligne de fracture. C'est là que l'histoire bascule. Ce ne sont pas les coups d'État, ni les discours flamboyants qui redéfinissent l'équilibre régional. C'est le choix, presque silencieux, de ne plus être automatiquement aligné avec l'Occident. C'est le refus de considérer la dépendance comme une fatalité, la volonté de négocier chaque accès, chaque partenariat, de sélectionner ses alliances, de réécrire ses termes. Le Tchad n'a pas lancé une offensive contre l'influence occidentale. Il a simplement rendu sa propre fidélité incertaine. Et cette incertitude force ses partenaires à revoir tous leurs calculs. Ce glissement, ce n'est pas une rupture brutale, c'est une érosion. Une lente perte de levier, d'influence, de visibilité pour les puissances extérieures.
La réalité, c'est que le terrain ne ment pas. Les corridors logistiques, les accès militaires, la coordination du renseignement, tout peut s'évaporer en quelques jours, sans tapage. Une frontière devient poreuse, un pipeline vital change de main, un commandement se réorganise, et la région entière se redessine. La tentation est grande de se fier à la surface, aux grands titres, aux discours de crise, à la mise en avant des menaces. Mais le vrai bouleversement, aujourd'hui, passe sous le radar. Personne ne peut plus supposer que les États du Sahel et d'Afrique centrale accepteront d'office le leadership venu de Paris, de Washington ou d'ailleurs. La génération montante des décideurs, parfois formés dans les mêmes académies que leurs homologues occidentaux, ne voit plus l'intérêt de reproduire le modèle de l'alignement automatique. Pour eux, la souveraineté n'est pas une revendication idéologique, mais un instrument de négociation. On ne ferme pas la porte, on la laisse entr'ouverte, mais on choisit qui entre, quand et à quelles conditions. Les enjeux sont immenses. Sur le plan régional, c'est la capacité à contrôler ses ressources, or, uranium, pétrole, cobalt, qui se joue. C'est la sécurité de toute une bande sahélienne, de l'Atlantique au cœur du continent, qui dépend de ces réajustements. Plus encore, c'est la perspective d'un basculement monétaire, d'une remise en question du franc CFA, qui fait trembler jusqu'à Paris. Si le Tchad, État pétrolier, décide ne serait-ce que de participer aux discussions sur une monnaie alternative, la secousse financière serait ressentie à l'échelle du continent et bien au-delà. Pour les gouvernements extérieurs, c'est la perte du réflexe d'obéissance, de la possibilité d'agir sans contrepartie. Pour les populations de la région, c'est l'opportunité, ou le risque, de reprendre la main sur leur avenir, parfois au prix d'une instabilité transitoire, mais avec la promesse d'une redistribution du pouvoir stratégique. Car la volatilité du Cameroun voisin, la fragilité de ses équilibres internes, la dépendance du Tchad aux pipelines qui traversent son territoire, tout cela crée un effet domino. L'ordre d'hier, si solide en apparence, révèle soudain ses fissures. Voilà ce que nous enseigne le cas tchadien. L'influence ne s'effondre pas dans un grand vacarme. Elle s'érode, geste après geste, à mesure que les marges de manœuvre s'accumulent du côté des acteurs locaux. L'Occident n'est pas chassé, il devient redondant. Et le système des clientèles, ce modèle où tout s'achète par la fidélité, touche à ses limites. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle doctrine idéologique, ni une guerre ouverte. C'est une négociation structurelle, un rééquilibrage patient, où chaque geste, chaque silence, a plus de poids qu'un discours. L'Afrique centrale et le Sahel n'écrivent pas leur histoire dans le vacarme, mais dans la discipline de l'administration, la lenteur des ajustements, la subtilité des alliances. Alors, la question est simple. Allez-vous regarder la carte ou vous contenter des titres? Les titres vous rassurent, ils donnent l'illusion de la maîtrise. Mais la carte, elle, montre les flux, les lignes de faille, les marges d'autonomie qui se créent sous vos yeux. Ceux qui sauront lire entre les lignes, décrypter ces gestes silencieux, pourront anticiper le prochain mouvement. Les autres remettront leur avenir stratégique entre les mains d'autrui. Finalement, l'Afrique redéfinit son propre jeu, sans bruit, sans drame. Et si le point de non-retour semble invisible, c'est parce qu'il n'a jamais besoin de se manifester. Il s'impose, tout simplement. Voilà pourquoi il faut regarder où la main trace la ligne, pas où la lumière brille. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour aller plus loin et comprendre comment ces micro-gestes redessinent le paysage régional, restez avec nous. On plonge tout de suite dans le prochain chapitre.